j'ai 41 ans. J'ai 2 enfants, 2 garçons, Louis qui a 14 ans et Martin qui a 11 ans. Et en fait, j'ai créé l'association Zoro Mégo, dont je suis la présidente, il y a 1 an maintenant. Et l'idée a germé bien plus tôt. Ça fait 2 ans que je travaille sur le principe, mais j'ai la première fois l'idée, j'ai pris conscience en fait du problème des mégots au sol. Au Japon en fait, je m'occupais des relations internationales d'une école de commerce, je voyageais beaucoup et au Japon tous les gens que je croisais qui fumaient avaient un petit cendrier de poche en métal, très élégant et voilà, et en fait ils jetaient pas leur mégot par terre, c'était vraiment propre comme à Tokyo on peut manger par terre dans le métro quoi en gros. Donc déjà quand je suis rentrée, ça c'était en 2003, je me suis rendu compte que en France, ça faisait vraiment un gros contraste. Et je me disais, quand même, je suis sûre qu'on peut arriver à faire la même chose. Ça a continué à germer et puis en fait après pendant 8 ans, je me suis occupée de faire des ramassages de déchets sur les plages. À titre personnel, avec Le Galet comme entreprise dans la région. J'ai essayé de mobiliser aussi des étudiants, des enseignants de l'école de management où je travaillais comme prof. À force de ramasser des déchets, on regarde partout autour tout le temps, c'est-à-dire que ça devient un réflexe. Et quand on fait une balade, même avec les enfants, on ramasse des déchets aussi, quoi. Et à force de faire ça, là, la question des mégots est revenue vraiment comme quelque chose comme un fléau. J'en ai vu de plus en plus. J'ai commencé à analyser un petit peu plus où est-ce qu'ils étaient, dans les lieux d'attente, dans les grilles d'arbres, dans les pots de fleurs, vraiment partout. Et après, je crois que le vrai déclic, ça a été de suivre l'actualité de Bleu, Blanc, Zèbre, des zèbres d'Alexandre Jardin, en fait. Où le message principal c'était les citoyens, allez-y quoi, attendez pas que ce soit le gouvernement ou la mairie ou quelqu'un d'autre en fait qui fasse le monde que vous avez envie de voir. Donc là je me suis dit oui, après tout j'ai cette idée qui germe depuis longtemps, je vais la lancer puis on va voir ce que ça donne. Le projet, c'est un projet très complet qui dépasse en fait la question de la collecte et du recyclage de mégots. L'idée c'est de créer du lien social autour du projet de mégots. C'est-à-dire qu'en fait on va amener au niveau d'un quartier, d'une entreprise ou d'un événement, on va amener les usagers, on va amener les gens qui sont sur ces lieux-là à réfléchir à la collecte de mégots pour vraiment se l'approprier, qu'ils en deviennent les acteurs et qu'ils décident, qu'ils imaginent ensemble et qu'ils co-construisent le dispositif. Donc en fait, on anime concrètement, on va chercher des ambassadeurs dans le quartier ou lors du festival ou dans l'entreprise. On va chercher des gens qui vont être un peu nos relais, avec lesquels on va animer ensuite des ateliers participatifs et créatifs. Donc l'idée là c'est d'imaginer quels pourraient être les lieux de collecte, les bornes de collecte. Donc là par exemple ce sont des bornes qu'on a co-créées pour un festival. Où est-ce qu'on pourrait les placer, à quoi elles pourraient ressembler, pour qu'elles soient vraiment sur mesure, pour qu'elles soient utiles aux bons endroits pour les fumeurs et qu'elles apportent une valeur ajoutée. Aujourd'hui le geste de jeter son mégot par terre, il est largement inconscient. Même dans les films, les acteurs jettent leur mégot par terre, donc c'est vraiment dans l'inconscient collectif. Pour beaucoup, c'est de la négligence ou de la méconnaissance. Il n'y a pas une volonté de polluer nécessairement. Mais du coup, aller mettre son mégot dans une poubelle ou dans un cendrier qui est noir, discret et qui n'est pas forcément à l'endroit où on en a le plus besoin. Il est rarement à côté du banc où je suis en train d'attendre. Il est rarement juste à l'arrêt de bus où j'en ai besoin. En fait ça apporte rien aux fumeurs. Alors que quand on décide avec les gens de faire une boîte à vote, de réhabiliter, de redécorer une huche à pain et d'apprendre à bricoler, utiliser la scie sauteuse, la ponceuse, à peindre ensemble, à décider comment on va la mettre en scène, peut-être avec un panneau pour se faire un selfie et motiver en fait celui qui va venir mettre son mégot et répondre à une question, donc apporter quelque chose de ludique. On donne une valeur au geste.
Et peut-être que le fumeur, la fois d'après, s'il y a 3 mètres, 10 mètres supplémentaires à faire, comme c'est un peu curieux, comme il y a des choses assez amusantes, il va se déplacer, il va faire l'effort. Dans le dispositif, on peut aussi imaginer l'utilisation d'un cendrier de poche. Donc là, nous, on en a choisi un modèle qui est hermétique et qui permet, quand on n'est pas à proximité d'une borne, d'avoir une solution sur soi pour garder ses mégots avant de les mettre dans une borne ou dans une poubelle. Et on est beaucoup sur de la communication positive. Là, vous avez vu selfie d'un vrai héros. Voilà, arrête de jouer les héros, deviens un vrai Zorro. Là, les questions, alors soit si, voilà, on essaye de jouer avec l'humour, mais en fait, on pense qu'on ne peut pas changer les comportements, on ne peut pas encourager les gens à jeter leurs mégots dans une borne ou même à les garder dans un cendrier si on ne les valorise pas, si on n'est pas dans une communication positive. C'est pour ça aussi que notre communication, elle est sur le fait qu'on sauve les mégots. Parce qu'un mégot, si on le jette par terre, il va être piétiné par la foule, ou il va être écrasé par les voitures sur un parking, ou il va se noyer dans d'atroces souffrances dans les eaux fluviales ou dans la mer. Et en fait, nous, on peut, en le collectant, ensuite lui donner une deuxième vie. Les mégots, ils deviennent ce joli matériau, donc ils ressuscitent, et par cette deuxième vie, on sauve des mégots. Donc après, voilà, il y a toute la question du recyclage. Une fois qu'on a co-créé ce dispositif et créé ce lien social qui permet aux gens de se poser la question aussi comment mieux vivre ensemble. Et justement, ce lien social, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aller vers ça aussi? Parce que c'est un peu un double versant, ton projet. Moi, même mes activités professionnelles sont le reflet de ma personnalité, de mon aspiration profonde, qui est de bâtir des ponts entre les gens. Donc j'ai travaillé beaucoup à l'international et vraiment dans tout ce qui est interculturel. Donc faire en sorte que des gens de cultures différentes se comprennent, ou se comprennent mieux et arrivent à travailler ensemble. Et dans l'associatif, je me disais c'est un bon moyen. J'ai une vision un peu humaniste et voilà, peut-être de bisounours qui veut changer le monde, mais c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Quand on va dans un quartier, là on a un projet à Lisieux, quand on va dans un quartier, tout de suite on voit bien que ok, le tri des déchets c'est important et évidemment moi la planète et l'écologie ça me tient vraiment à cœur, mais au-delà de ça c'est des hommes et des femmes qui vivent dans un quartier et il faut avoir beaucoup d'humilité et pas se dire voilà on va leur imposer quelque chose, faire de l'ingérence dans leur vie. Le but c'est plutôt de leur rendre la vie plus belle et s'il y a de la défiance, s'il y a des problèmes de voisinage, en créant du lien on résout beaucoup de problèmes. Et ça permet aussi de faire passer plein de messages. Mais avant tout c'est d'améliorer la vie des gens. Est-ce que tu es une fumeuse? Ah oui, j'avais pensé à cette question. Et non, je suis pas fumeuse. Est-ce que tu l'as été? Non plus. J'ai essayé plusieurs fois parce que j'avoue en soirée, quand tout le monde fume, j'ai essayé parce que tout le monde est là, à se passer les briquets, les cendriers. Je trouve que c'est un rôle un peu social en fait de fumer. Donc j'ai pas réussi. J'ai échoué là-dessus. Pas réussi, non, parce qu'en plus je pense que mon papa était un gros fumeur, il a fait un infarctus à 47 ans, je pense aussi que j'avais 15 ans à l'époque, ça m'a marqué et même si j'ai essayé, les freins psychologiques ont fait que ça passait pas. Je crois que j'avale la fumée et j'essaye de l'avaler et ça marche pas, du coup je tousse beaucoup. C'est pas plus mal. Mais le projet, il n'est pas autour de fumer ou pas fumer non plus. Il est vraiment sur plutôt, si t'es fumeur, c'est ta responsabilité, mais derrière, sois responsable, ne jette pas n'importe où et sois conscient de ce petit geste, quoi. Et les gens qui participent avec toi, il y a une proportion de fumeurs importante ou pas? Alors dans les bénévoles, on a des fumeurs qui sont très fiers de montrer l'exemple et qui sont très engagés, des fois dans le zéro déchet, dans l'écologie. Et c'est pas incompatible.
C'est pour ça que voilà, pour nous, chaque personne, qu'elle soit fumeur ou non fumeur, qu'elle collecte des mégots qu'elle a trouvés dans la rue qui ne sont pas les siens, ou que ce soit un fumeur qui garde ses mégots, chacun en les collectant devient un héros du quotidien, devient un Zorro. Et le nom d'ailleurs, c'est venu comment? Au début, j'avoue que c'était zéro mégot. On était vraiment parti en réfléchissant au zéro déchet, à l'extermination du mégot au sol. Et puis, en fait, Amandine, qui est dans l'équipe et qui est graphiste, et qui nous a fait notre super charte, tous nos supports, les cendriers, les stickers, tout quoi, qui a créé le logo. Comme j'arrêtais pas de lui parler de héros du quotidien, par rapport à cette mission zéro déchet, zéro mégot, elle me dit mais il y a peut-être, je trouve que ça serait rigolo de l'appeler Zorro Mégot. Et en fait, on a tout de suite craqué sur le nom et ça nous a permis aussi de créer une marque qui, avec ses grands yeux, avec son chapeau, qui a un capital sympathie et qui est moins moralisateur, comme on voulait être vraiment dans la communication positive, qui avait vraiment un capital sympathie. Qu'est-ce qui a déclenché la mise en route? C'est très personnel. Tu n'es pas obligée de répondre. Non, mais j'étais en train de me séparer. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'entreprendre. Il y avait le mouvement d'Alexandre Jardin. Et je crois que tous les ingrédients, à un moment, ça fait le Big Bang, quoi. Et je me suis dit, c'est maintenant. J'y vais. Modèle en tête, une personne inspirante. Après, mon modèle qui n'est pas forcément lié, le modèle de Zorro Mégot, mais il y a Léonard de Vinci. Moi, c'est juste pour moi le plus grand génie de tous les temps. Il s'est intéressé à tout. Il n'avait pas accès à l'université par son statut de bâtard et donc de fils illégitime d'un noble. Donc il a tout appris par l'observation. La mécanique, le vol des oiseaux, les mouvements de l'eau, l'optique, la chimie, le corps humain. Il passait des nuits à disséquer des corps pour comprendre comment ça fonctionnait à l'intérieur. Il a été tellement avant-gardiste sur tous les pans de la science depuis bien longtemps, des fois avant que, quand on a retrouvé ses carnets, on se rende compte qu'on avait mis 300 ans pour retrouver ce que lui il avait déjà compris à l'époque. À la Renaissance, il est juste incroyable. C'est pas forcément le modèle de l'association, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Ouais. Quelles sont les difficultés rencontrées pour monter ce type de projet? Alors, je dirais que dès le départ, j'ai imaginé le projet vraiment collectif. C'était pas mon bébé que je voulais me garder pour moi. Et j'avoue que c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais d'engager des gens. D'engager au sens de s'entourer de gens engagés. De permettre de trouver les personnes qui ont à la fois du temps, qui sont prêts à le faire, à passer ce temps-là et à donner de leurs compétences bénévolement. Donc là, on en trouve, et il y a des gens juste géniaux parce que le temps, là par exemple, sur le week-end dernier où on avait 2 événements en parallèle, on a eu plus d'une dizaine de bénévoles qui sont venus sur les 2 événements, qui ont vraiment beaucoup donné, et même avant pour co-construire les bornes, pour travailler sur les idées. Mais dans la continuité, dans vraiment monter l'équipe et créer ce collectif, un collectif tel que je l'imagine, soudé et engagé dans le long terme, c'est pas si simple. Parce qu'il y a des activités professionnelles, des obligations personnelles, et c'est toujours du en plus. Et on se rend compte aussi que les gens engagés, c'est un peu toujours les mêmes. Ils sont aussi déjà engagés dans pas mal de causes, ou d'autres activités. Donc il faut trouver des hyperactifs. Tu dirais que tu es hyperactif? C'est ça. Donc tu es arrivé à composer avec ton travail, comment ça s'est passé? Ouais, je crois que plus on en fait et plus on arrive à en faire. C'est ça qui est magique. Ça a des limites quand même. Et depuis septembre, je me suis mise à mon compte, mais je fais des activités d'enseignement, de conseil en développement à l'international. J'ai donc monté l'association Après, je suis dans un mouvement qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants,
Donc je suis très investie dans ce mouvement patronal, où là on est sur se former pour évoluer, pour mettre l'économie au service de l'homme. Donc on est vraiment dans une transformation de l'entreprise, de soi, de l'entreprise, pour une transformation de la société. Donc le CJD m'a aussi aidé à structurer mon projet et m'accompagne énormément quoi, dans le réseau, dans les idées, dans le modèle économique, pour tout ça. Mais du coup, je donne aussi beaucoup de temps au mouvement, parce que là, je vais être vice-présidente de la section de Caen, et je fais pas mal de choses pour eux. D'ailleurs, je les représente aussi au Césaire, qui est le Conseil économique et social et environnemental de la région. Donc c'est 130 représentants de la société civile qui étudient en fait la politique régionale avant qu'elle soit votée par le Conseil de région sur des thèmes. Donc on est répartis en commissions qui vont du développement économique au développement humain, en passant par la jeunesse. Voilà, il y a plein de thèmes. Et on est entre un groupe d'associations patronales, d'associations syndicales représentant des salariés et d'associations de parents d'élèves, associations environnementales. Donc on représente vraiment tous les pans de la société pour donner des avis sur la politique de la région. Donc ça aussi prend pas mal de temps. Et, et puis bon, il y a les enfants, la vie de famille, le sport. Beaucoup moins que quand j'étais étudiante, ouais. Ou chez mes parents. Mais non, c'est une organisation en fait. Et puis quand on aime, après on trouve la motivation, le temps. Est-ce que tu as déjà perdu la motivation à des moments ? Non. Non, je crois que quand on est... Je sais pas si je suis utopiste ou idéaliste, peut-être les deux. C'est une étoile polaire quoi, qui nous guide. L'association est peut-être pas suffisamment vieille pour qu'il y ait vraiment des difficultés à un moment de... Peut-être que quand ça sera plus rodé, si à un moment il y a un gros creux et que j'ai l'impression que les bénévoles se désengagent, se démobilisent, peut-être qu'à ces moments-là tu doutes, mais je pense que je suis assez résiliente. Ça fait combien de temps le projet en fait qu'il a démarré ? Alors j'ai vraiment commencé à y réfléchir, à faire réfléchir des étudiants sur le modèle économique, c'était été 2016. Et après on a fait une première collecte dans Caen en mai 2017 et j'ai déposé les statuts pendant l'été. J'avais attendu parce que je voulais qu'il y ait cette dimension sociale et je voulais travailler avec, c'est toujours le cas, dès qu'on aura des besoins, on fera appel aux salariés de l'entreprise à but d'emploi atypique qui est basée à Colombelles. Et pour ça, il faut être basé à Colombelles. Donc j'ai déposé les statuts un peu en fonction de ces rencontres où je me suis dit que c'était super de pouvoir donner des heures de travail à des gens éloignés de l'emploi, à des chômeurs de longue durée. Et on a la chance d'avoir cette expérimentation territoire zéro chômeur à Colombelles sur notre territoire. Donc, Donnez-nous un de vos points forts. Ouais, je me rends compte que plus je crois au projet, plus il vit dans ma tête et dans mon cœur, et plus ça rayonne et plus ça emmène d'autres personnes avec moi. Voilà, je cultive ça. Je sais pas si c'est une force, mais en tous les cas, c'est quelque chose que je cultive. Ouais. Avez-vous une ou plusieurs anecdotes joyeuses ? Ouais, là, sur la préparation du week-end éco-citoyen, demain c'est loin, à Louvigny ce week-end. En préparation, alors il y a eu justement le bricolage de ces bornes, où avec les bénévoles, on s'est retrouvés en bleu de travail à la COP 5%, à apprendre à manier la ponceuse, la scie sauteuse, ensuite aller travailler avec les artistes de la fabrique pour la peindre. C'est juste super d'avoir du soutien, des compétences, de gens qui nous accueillent, donnent de leur temps, et puis c'est des personnes avec lesquelles moi j'ai pas l'habitude d'interagir au quotidien, donc ça crée encore une fois ces petits ponts.
Et puis j'étais assez fière, alors là désolée c'est mon fils, j'étais assez fière, j'ai emmené mon fils tout le week-end sur le salon, enfin sur le week-end et le stand. Donc déjà il connaît tout le processus de recyclage des mégots, il pouvait vraiment l'expliquer aux gens, et il a 11 ans donc ça m'a assez bluffée. Et puis on avait décidé de faire une tombola, on avait des lots, des chouettes lots à gagner. Et en fait, au début, sur le stand, on ne pensait pas tellement à proposer l'étiquette Tombola. Et Martin est parti avec son carnet à souche, son t-shirt Zorro Mégo, et allait parler aux gens. Et il a vendu 80 tickets dans le week-end, tout seul. Et il revenait, il me montrait à chaque fois. Il était super fier. Et c'est vrai que je sais qu'il est à l'aise à l'oral et avec les gens. Mais là, j'ai trouvé un vrai talent commercial. Et c'était super parce que les gens étaient contents, ils venaient sur le stand, ils disaient votre fils, il connaît super bien le projet, et il les a touchés aussi, donc j'ai trouvé que c'était génial. Et tes fils, ils en pensent quoi de tout ça? Ouais, ils adorent. Et Louis, dès que j'ai monté l'association et que j'ai fait faire les t-shirts, que j'ai parlé d'adhésion, pourtant c'était un montant de 50 € l'adhésion annuelle parce qu'on prend en charge le recyclage des mégots. Et il est allé chercher 50 € dans son argent de poche et il m'a dit je veux être adhérent. Donc bon, ça va à 12 ans, il avait 12 ans à l'époque. Je trouvais que donner 50 € de son argent de poche, c'était pas anodin. Et Martin, lui, il n'avait pas l'argent, donc petit à petit, il donne des sous et puis voilà, il contribue. Et même, il veut en faire un exposé à l'école. Quand on fait des collectes, des fois on va se balader, comme je vous disais, on n'arrive pas trop à rentrer sans ramasser quoi que ce soit. Et je me souviens d'une soirée, c'est aussi une anecdote joyeuse, je me souviens d'une soirée, on était partis tous les trois marcher au bord du canal, entre Blainville et Bénouville. Et puis il faisait beau, donc il faisait jour assez tard, c'était l'été. Donc on ramassait les mégots dans une bouteille. On avait trouvé une bouteille vide, on n'était pas parti pour ça au départ, et on remplissait la bouteille, puis au bout d'un moment je regarde l'heure, je me dis mince, il est presque 22h, on rentre. Et les enfants étaient là, non mais il y en a encore un là, il y en a encore un là, et c'était une vraie chasse au trésor. Ils n'ont jamais joué par exemple à Pokémon Go avec des applis, mais là ils collectionnaient les mégots et c'était vraiment, ils étaient à fond quoi. Et c'était rigolo parce que j'ai pensé à ça, et le premier nom, avant Zéro Mégot, j'avais pensé justement, c'était l'époque de Pokémon Go, et j'avais pensé à un système d'appli, et le projet s'appelait Mégo Go au départ. Bon, c'était pas très heureux comme nom, mais en même temps, ce qui est rigolo, c'est que notre recycleur s'appelle Mégo, et il rajoute Go. Donc on s'est retrouvés finalement. Qu'a dit votre entourage au moment d'entreprendre ce projet? Peut-être plus au niveau des adultes, alors ce qui est assez drôle, c'est que par exemple que ce soit au CJD ou dans mes amis, il y a des fumeurs, et donc la plupart c'est maintenant que tu nous as expliqué tout ça et qu'on a parlé avec toi, chaque fois qu'on fume une cigarette on pense à toi, c'est l'enfer. On peut plus jeter un mégot par terre. Voilà, du coup, je pense que la communication positive a joué son rôle, parce que je les moralise pas, mais eux-mêmes en fait se mettent la pression, et donc du coup, je crois qu'ils m'en veulent un peu quand même. Et du coup, ils en parlent, mais c'est vrai que quand on commence à en parler, beaucoup de personnes ne faisaient pas attention et me disent on en voit partout maintenant. On ne voit plus que ça. Qu'est-ce que ce projet a changé dans ta vie et chez les autres, vos proches, vos relations? Moi maintenant, donc quand j'ai quitté l'enseignement en septembre, j'avais le pilier Zorro Mégo, l'association d'un côté, et un deuxième pilier qui est le conseil, l'accompagnement au développement à l'international, notamment sur les aspects culturels. Et en fait, je crois qu'on est vraiment dans un tournant au niveau justement de la création de la filière du recyclage du mégot, au niveau de la prise de conscience. Il y a un tel engouement, et moi ça m'épanouit tellement que ça a complètement réorganisé ma vie autour de ça. Et aujourd'hui, là, j'étudie donc le projet de concession pour la Normandie pour la société Mégo, en complément de Zorro Mégo. Donc toute mon activité professionnelle
va être vraiment centré là-dessus. Même si je continue de temps en temps à faire un peu de cours à droite à gauche, mais je vais vraiment me concentrer là-dessus. Ça a du sens et je crois que voilà, quand on peut faire au quotidien sa passion et changer le monde, c'est cool. T'as l'impression d'être plus épanouie maintenant, d'avoir fait réaliser ton projet qu'avant que... Ouais. Ça faisait très longtemps... J'ai longtemps pensé que... j'avais envie d'entreprendre, mais j'avais un peu le complexe de... ouais, mais moi, j'ai pas l'idée, tu sais, l'inventeur de, je sais pas, du concours Lépine, le gars qui a la bonne idée, ou la compétence parce qu'il est ingénieur, ou technicien, ou bref. J'avais pas ça, quoi. Et je pense qu'avec l'expérience et toutes différentes activités professionnelles, je me suis rendu compte que c'était pas grave, je pouvais... Avec la pédagogie, avec le management, avec ma capacité peut-être à communiquer, à marketer, j'avais des compétences qui permettaient en fait de créer un projet et d'aller vers ça. Donc ce souhait d'entreprendre, ben là il se réalise, il se concrétise et il est le reflet de tout mon parcours et de mes valeurs, de ma personnalité. Donc c'est hyper épanouissant. Ouais. J'étais en quête de sens depuis le début de ma carrière professionnelle, et notamment suite à un voyage en Afrique. Je suis allée au Mozambique. À l'époque, je travaillais dans le marketing du jeu vidéo, donc j'avais des budgets sympas, je faisais des produits ludiques pour les enfants. Mais en fait, quand je suis allée au Mozambique et que j'ai vu comment ces gens-là vivaient, c'était vraiment une énorme claque, un énorme choc culturel. Et là, j'ai commencé à me dire, mais en fait, on marche sur la tête, quoi. Moi, je suis en train de passer 12 heures par jour pour que Franklin la Tortue, le CD-ROM PC de Franklin la Tortue sorte à la Fnac au bon moment, avec la bonne couleur, qu'on respecte la charte graphique, etc. Et je me suis dit, ça n'a pas de sens. J'étais vraiment en quête de sens, de me dire, je veux servir à quelque chose, je veux être utile, voire changer le monde, ou un petit peu y contribuer. Et voilà, de fil en aiguille, mes expériences m'ont rapproché de ça. Donc enfin, j'ai le sentiment de vraiment faire quelque chose qui me permet d'avancer encore plus dans cette quête de sens, d'être en phase avec qui je suis et de pas perdre mon temps inutilement. Moi, c'était mon besoin. Je pense pas que ce soit la recette magique pour tout le monde, mais j'ai tendance à dire quand même que quand on est aligné, quand on fait ce qu'on aime, quand on y croit, je crois qu'il y a une citation d'ailleurs comme ça, c'est si tu fais de ta passion ton travail, alors tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. Voilà. Je sais même plus de qui c'est, mais c'est un peu ça le principe, quoi. Avez-vous fait de belles rencontres? Ah ouais. Tous les jours. Que ce soit justement avec les bénévoles, Mélodie qui s'est associée au projet, c'est une étudiante que j'ai rencontrée, elle faisait le Master Green à l'université, elle est venue prendre un cours à Sciences Po Rennes qui a un campus à Caen dans lequel j'enseigne. Et tout de suite j'ai compris que cette étudiante avait quelque chose de différent. Donc de fil en aiguille, en lui parlant du projet, elle a eu envie de s'engager. Là pour l'événement on a fait un appel à bénévoles. Laura et Alicia qui sont en train de monter un projet d'un commerce avec que des produits bio, locaux, qui sont engagés dans plein d'autres projets, ont tout de suite répondu présentes. Moi j'avais d'autres obligations professionnelles la semaine qui précédait l'événement. Elles ont fait un travail juste génial, avec le sourire, avec l'enthousiasme, avec des idées. On est en confiance, on s'est reconnus, on s'est connectés tout de suite. Je pense que c'est le début d'une grande amitié. Donc à la fois, je vous disais tout à l'heure, c'est difficile parfois, ça met du temps de rencontrer des personnes, de les fédérer. Et en même temps, tout d'un coup, c'est des cadeaux du ciel qui tombent, on s'y attend pas et c'est magique, quoi. Et là, on peut bouger des montagnes. Et puis après, quand on fait des rencontres, ça peut être des lycéens de Caen qui se disent « Ah mais c'est génial, nous dans notre lycée, il y a plein de mégots partout, on veut faire quelque chose. » En fait, on se connecte aux personnes qui ont les mêmes préoccupations.
les mêmes envies de changer le monde, de contribuer à voilà, une vie meilleure pour tous et une planète plus saine. Et donc forcément, c'est des belles rencontres, quoi. Un petit mot pour ceux qui voudraient se lancer. J'ai du mal avec l'idée enfin, faut y aller, j'ai envie de les encourager. Mais moi, dans la façon dont j'ai vécu les choses, c'est mon chemin à moi, c'est mon processus, ça décante quand ça doit décanter. C'est pas parce que quelqu'un m'aurait dit vas-y, fais-le, que fallait que ça vienne de moi, en fait. Donc c'est un travail, moi ça a été des lectures, dans les petits éléments comme ça déclencheurs, il y a eu aussi la rencontre avec Antoine Aoun, qui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, sur Caen, c'est quelqu'un qui a, qui fait de la formation aujourd'hui, des conférences autour du handicap. Il a été blessé pendant la guerre du Liban quand il avait 18 ans, et du coup il est hémiplégique. Mais en fait, si au début d'ailleurs c'est un de mes modèles aussi, si ça l'a empêché au départ de vivre, parce qu'au Liban à l'époque c'était très compliqué d'être handicapé, il est venu en France, il a fait du saut en parachute, la traversée des États-Unis, la traversée de la Manche seul sur une embarcation, il a fait le tour de l'Australie en vélo à main. Dernièrement, il a fait Pékin-Caen, pareil, avec une équipe en vélo. Il vit ses rêves, en fait. Comme il dit, au lieu de rêver sa vie, il vit ses rêves. Et en fait, voilà, c'est tous ces messages, à travers des lectures, à travers des rencontres, qui font qu'à un moment, on peut... En tout cas, moi, j'avais besoin de tout ça, et du CJD, du travail que j'ai fait sur moi, pour me sentir prête, quoi. Donc, Enfin, il y a des gens qui l'ont direct, qui sont entrepreneurs dans l'âme, ils ont des parents entrepreneurs, ou ils ont... J'ai pas eu ça dans mon entourage, mais voilà, j'avais du coup ce chemin-là à accomplir avant d'y aller. Je crois qu'il faut être prêt. Voilà, donc il faut faire le nécessaire. Si on a vraiment envie, il faut se donner les moyens de construire sa personnalité, son entourage pour être prêt. Mais on sent que tu aimes bien respecter vraiment ce qu'est la personne et que chacun peut avoir son parcours. Ouais, je crois pas qu'il y ait un modèle unique, quoi, ou une recette. Je pense qu'à 25 ans, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit non, moi j'ai pas envie d'entreprendre, c'était pas le moment. C'est venu un peu plus tard, où j'avais des idées, puis des idées dans l'orientation des jeunes, des idées pour... ouais, c'était pas beaucoup dans le social, et puis ça se faisait pas, quoi, c'était pas la bonne idée pour moi, quoi, ou c'était pas le bon moment, donc même si on m'avait dit ouais vas-y, il faut y aller, t'as une idée et tout, lance-toi, j'étais pas prête, c'était pas le bon moment pour moi, quoi. Donc je pense que c'est pareil pour les autres, il y en a qui ont le bon moment très tôt, et puis d'autres ils attendent 50 ans, 60 ans, j'en sais rien, il n'y a pas d'âge. Donc en fait, tous nos mégots sont envoyés au recyclage. On n'est pas une association qui stocke et qui incinère. Donc on passe par la société, je vais prendre Mégots à Brest, à côté de Brest. À partir des mégots bruts comme ça, il y a un premier tri manuel qui est effectué de manière à séparer toutes les impuretés et notamment de séparer le filtre qui est en acétate de cellulose, des cendres et du tabac. Ensuite, ces mégots sont déchiquetés par une machine et ensuite plongés dans 4 bains d'eau successifs, ce qui amène l'eau à se charger de toutes les substances chimiques qu'il y a dans le filtre, les goudrons, la nicotine, l'arsenic, il y en a 4000 donc je ne vais pas vous les énumérer. Donc 4 bains d'eau qui sont en circuit fermé avec un petit peu d'eau de javel pour les nettoyer. Et ensuite, on peut arriver à une eau recyclée qui continue à recycler, à dépolluer d'autres mégots en extrayant la boue. Donc ça, c'est vraiment le condensé de toutes les substances chimiques qu'on a récupérées dans le lavage. Cette boue-là, elle est traitée par une société spécialisée qui la gère comme tout déchet dangereux avec une incinération à très haute température. Et on obtient à partir des mégots cette fibre, une fois qu'elle est dépolluée, donc ça c'est après séchage. Et cette fibre, elle va être thermocompressée
pour donner un matériau qui est très résistant, voilà, qui peut être assez épais, qui peut comporter différents formats, qu'on peut réutiliser pour des objets comme là un petit support de téléphone portable, mais aussi bien du mobilier urbain, des bancs, des poubelles, des cendriers que l'on peut réutiliser selon les principes de l'économie circulaire. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours et sur le projet, suivez le lien en bas.